Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'émission Les Bonnes Ondes, une émission pour les aidantes et les aidants qui se déplacent dans les territoires. Nous voici donc pour l'enregistrement en public de cette seconde émission réalisée en étroite collaboration avec l'équipe territoriale Autonomie du Sud-Gironde. C'était le mardi 18 juin à Longon, ville de presque 8000 habitants, située à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux. Pour vivre le direct de cet enregistrement, nous avons effectué au montage seulement quelques coupes de transition. Pour le reste, vous pourrez entendre comme si vous étiez. Alors, l'introduction de l'émission commençait comme ça. Je ne vous surprendrai pas en vous annonçant qu'un habitant sur 4 a plus de 60 ans, soit 26% de la population, et qu'en 2040, ce sera un habitant sur 3. Mais oui, les boomers sont les vieux d'aujourd'hui. La France est un pays avec de nombreux seniors et c'est aussi une chance de vieillir. C'est accompagner le plus longtemps la vie, n'est-ce pas? Non, vieillir n'est pas le problème, c'est vieillir et souffrir de perte d'autonomie, comme on dit souvent. Alors, comment faire quand une personne a besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les tâches essentielles de la vie courante? Alors, si vous êtes là aujourd'hui autour de ce plateau radio ou que vous écoutez ce podcast, vous, auditrices et auditeurs, c'est que vous faites partie de ces personnes qui viennent en aide à un proche, conjoint, parent, ami et pourquoi pas voisin peut-être. Vous êtes ce qu'on appelle un aidant familial. Et ce n'est jamais simple tant les situations sont parfois complexes, nouvelles, nombreuses à gérer. Et puis habiter en ruralité apporte parfois aussi son lot de difficultés. L'information des aides peut être plus dispersée, les professionnels d'aide et de soutien moins nombreux, sans parler des professionnels de la santé qui viennent à se raréfier. Donc vous pouvez parfois ou même souvent vous sentir seul ou isolé. Oui, c'est un constat et non, nous ne le laisserons pas être posé sans rien faire. C'est le leitmotiv de l'émission des bonnes ondes. Car il existe certainement autour de vous des structures, des associations, des initiatives qui sont là pour vous accompagner, vous transmettre des informations pour mener votre rôle d'aidant du mieux que vous le pouvez. Répondre à vos questions qui sont indispensables à votre quotidien. Et si vous êtes là à l'écoute ou directement à l'enregistrement en public, c'est que peut-être vous êtes dit que les bonnes ondes, l'émission pour les aidants, pouvaient vous accompagner à cela. Et vous avez raison. Aussi, quand Monsieur Capaldi, psychologue de l'équipe territoriale d'autonomie, il vous expliquera tout à l'heure ce que c'est exactement, est venu vers nous en souhaitant nous proposer une thématique dont il a remarqué, ainsi que ses collègues de terrain, qu'elle était souvent abordée par les proches aidants, nous avons répondu présent, c'était une évidence. Le sujet est important et soulève beaucoup de questions. En effet, quand on fait appel à des mesures de protection judiciaire, et c'est ce dont il va être question aujourd'hui dans cette émission, quand son proche devient vulnérable, et tout d'abord, qu'est-ce que veut dire vulnérable? Nous en aurons une première définition tout à l'heure dans la première partie de l'émission avec Madame de Dorne, médecin gériatre. Donc, comment en arrive-t-on à faire appel à des mesures de protection? Quelles sont celles qui sont le plus souvent utilisées et dans quel but et comment s'exercent-elles? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre tout au long de cette émission. Divisée en 3 parties sous forme de 3 plateaux différents, elle va donc accueillir des invités divers, des professionnels de l'accompagnement, un médecin, des mandataires, avec également l'interview d'une juge des tutelles. Et bien sûr, le plateau ne serait pas complet et accompli, j'ai aussi envie de dire, s'il n'y avait pas également la présence des aidants. Et puis vous, public présent, avez aussi la possibilité de poser vos questions aux invités. Des petits papiers récupérés à l'accueil vous permettent d'écrire vos questions et Laurine Gacoin, évaluatrice APA, les récupérera afin de les transmettre au fur et à mesure des différents plateaux radio. Alors merci à toutes, merci à tous d'avoir répondu présent pour participer à ces plateaux radio. Bonne écoute aux auditrices et aux auditeurs. L'émission des bonnes ondes, c'est parti. Nous voici donc dans le premier plateau qui a pour ambition de répondre à la question: comment en arrive-t-on à la mesure de protection et quelles en sont les étapes? Avec autour de moi plusieurs invités. Tout d'abord Madame de Dorne, médecin agréé par le procureur de la République, on ne dit plus médecin expert.
Madame Marpeau, Sarah, évaluatrice APA, elle vous indiquera tout à l'heure ce que veut dire cet acronyme APA. Madame Alamarie, coordinatrice sociale du CLIC, et Monsieur Pierre Capaldi, psychologue de l'équipe territoriale autonomie, dont font partie Sarah et Marie d'ailleurs. Alors, je m'adresse tout d'abord à vous, Monsieur Capaldi, et avant de partir dans le vif du sujet, il me semble important de vous situer, vous, en tant que professionnel de soutien à travers l'équipe territoriale autonomie, et ensuite pouvez-vous nous présenter l'initiative Groupe Entre Aidants, car c'est à travers ce dispositif que vous êtes venu à la rencontre des bonnes ondes. Alors du coup, l'équipe territoriale autonomie, elle est composée de 2 équipes, l'équipe du CLIC, et l'équipe, APA. L'équipe du CLIC, donc le CLIC, c'est le Centre local d'information et de coordination en gérontologie. Je laisserai ma collègue madame Alain, présenter un peu plus en détail les missions de cette équipe, et l'équipe APA qui, intervient aussi au domicile pour pouvoir, évaluer la dépendance des personnes âgées qui nous sollicitent. Et moi, au sein de cette équipe, je suis donc le psychologue de l'équipe, autonomie et j'ai pour mission, d'accompagner les aidants, donc soit les aidants de personnes âgées, soit les aidants de personnes en situation de handicap. Et donc dans le cadre de nos missions, au sein de l'équipe territoriale autonomie, donc c'est une équipe, qui est territorialisée, donc nous on intervient uniquement sur le sud Gironde et il y a des équipes, sur l'ensemble, des territoires en Gironde. On mène aussi des actions collectives à destination des aidants et notamment une action qui s'appelle Entre aidants. Et donc, cette action, elle a pour but de permettre aux aidants de se rencontrer, mensuellement, autour d'un petit moment convivial pour pouvoir échanger sur des thématiques. À chaque séance, on a des thématiques, qui permettent, d'aborder tout ce qu'on peut, retrouver en tant qu'aidant de personnes âgées. Voilà et ce groupe se déroule, dans la médiathèque de Langon. D'accord. Vous avez dit, Pierre, tous les combien? Une fois par mois. Une fois par an? Oui. D'accord. Donc je me tourne vers Sarah Marpeau. Alors, ma question, c'est pourquoi faire appel à une évaluatrice APA? Alors l'APA donc c'est donc ce qu'on appelle l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est une demande qui peut être faite, par tout Français ou étranger en situation régulière à partir de 60 ans. C'est une allocation qui est nationale, mais qui est gérée par chaque conseil départementaux, donc nous ici la Gironde. L'APA, c'est une allocation qui est calculée, en fonction de la perte d'autonomie, mais aussi, des ressources. Et elle a pour objectif le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles. Heu, donc cette allocation, je le souligne, n'est pas récupérable. Ne fait pas partie des aides sociales qui sont récupérables. Voilà, je le D'accord. souligne parce qu'on nous pose souvent la question. Donc non, c'est pas le cas. Sarah, quand vous intervenez à domicile, c'est souvent, une demande, où vous êtes envoyé par le médecin Non, ou c'est par l'usager des qui fait une c'est demande l'usager? d'APA et donc du coup, nous, on fait l'évaluation APA au domicile, sous forme de visite. Et donc les aides de l'APA, bon, je vais schématiser parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça peut être soit une aide au financement d'heures d'aide à domicile, via un service d'aide à domicile ou un salarié CESU, soit un financement, de l'accueil de jour ou de l'hébergement temporaire en EHPAD. J'insiste également sur le fait que c'est de l'hébergement temporaire, donc rien D'accord. à voir avec l'hébergement définitif. C'est pour ça que c'est financé par l'APA à domicile. Ça a vraiment pour but le maintien à domicile en proposant du répit à l'aidant. Pour en venir dans le vif, du sujet, vous, Sarah, dans quel contexte vous êtes amenée à aborder le sujet, des mesures de protection? Comme je disais tout à l'heure, l'évaluation, de l'APA se fait, au domicile, donc ça c'est important, c'est, dans le contexte de vie de la personne, et de l'aidant. Donc l'évaluation a pour but, d'identifier des critères de perte d'autonomie et notamment, ceux qui touchent, à la perte d'autonomie, comme les troubles cognitifs ou les troubles du comportement ou, voilà les troubles de la communication. Donc nous ne sommes pas médecins, hein, on n'est pas là pour faire, des diagnostics, on est travailleurs sociaux. Donc l'idée, c'est d'identifier ces critères et de voir quelles sont les conséquences sur le quotidien de la personne, ainsi que sur, son aidant. Et Sarah, est-ce que, quelquefois lors de cette visite, parce que c'est une visite unique en définitive?
quand Alors, vous c'est une ouais, visite unique quand il s'agit d'une première demande, mais après on est amené à faire des révisions puisque le plan d'aide, heureusement, évolue en même temps que le les vieillissement de la difficultés. personne. Donc heureusement, on peut, changer le plan d'aide en fonction de l'évolution. L'aidant est, quelquefois présent lors de Il ces est rencontres? quasiment toujours Quasiment tout présent le temps? quand, il y a des aidants. Mmh mh. Ouais. Donc la mesure de protection, elle est abordée par vous, par l'usager, par l'aidant? Je suppose ça dépend? Alors, ça peut être parfois par l'aidant, mais bon, c'est souvent par nous quand même. C'est lorsqu'on identifie, en fait, souvent, comme je disais, des troubles cognitifs, où on se rend compte, en fait, que la personne ne peut plus forcément se suffire à elle-même, est aidée, à chaque fois pour la gestion du budget, pour, les courses, pour les papiers administratifs, pour ses rendez-vous médicaux, voilà, elle est plus forcément en capacité de comprendre ce qu'elle signe ou ne serait-ce que, ce qu'on fait là, nous, en tant qu'évaluatrice à pas, hein, et souvent des fois, parfois ils ont signé, mais voilà, ils sont pas Ils savent pas forcément en pourquoi. Mmh. capacité de comprendre. Là, c'est là qu'on a quand même des signaux d'alerte sur, éventuellement la nécessité d'aborder la question d'une mesure de protection ou d'une habilitation familiale, parce que Ouais, les on 2 va en parler sont après. possibles. Mmh mh. Donc ça, c'est ce qui s'appelle un peu l'évaluation de la vulnérabilité de la personne et c'est vrai qu'une fois qu'on a, évalué un peu, cette vulnérabilité, on se permet d'aborder la question, de la mesure de protection ou de l'habilitation familiale. Donc il est, pas du tout question de remettre, en cause ce que font les aidants, parce qu'ils le font de manière très bienveillante et par loyauté familiale, par amour et cetera. Mais plutôt de les amener à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut formaliser, légaliser ce qu'ils font. Déjà, Voilà. Tout d'accord. ça pour, 3 objectifs en fait. Le premier, c'est que toute personne en situation de vulnérabilité a le droit à une protection. Ça, c'est la loi, hein, sur Mmh mh. les mesures de protection pour les personnes vulnérables. La deuxième chose, c'est, peut parfois pour protéger les aidants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs enfants, des fratries, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le projet de vie. Il peut y avoir des décisions importantes qui peuvent être prises, comme par exemple une chirurgie, une hospitalisation, une entrée en EHPAD. Bon, bah, qui décide? Qui signe? Donc ça peut être, parfois intéressant d'avoir, un mandataire pour qu'il y ait une tierce personne, Oui, absolument. voilà, qui Ou en tout soit cas, pour que les choses soient en dehors de la clarifiées. famille, Mmh. exactement. Et la troisième, et là, c'est un peu plus délicat, on essaie d'aborder la question de quand notamment lorsqu'il y a qu'un seul proche aidant, s'il vous arrive quelque chose en cas de décès, Mmh. Mmh. qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mmh. Est-ce que vous avez réfléchi à, alors je recontextualise, on est au domicile, hein, donc voilà, Oui, qu'est-ce oui, qui se passe pour la absolument. personne, qui peut pas rester toute seule sans surveillance? Qu'est-ce qui se passe, pour cette personne qui, s'il vous arrive quelque chose? Donc tout ça, ces points, Sarah, c'est des éléments que vous abordez, quand vous faites aussi cette évaluation à pas, quand vous, La vous sentez que Voilà, la visite à qu'il y a des domicile. difficultés. Nous, D'accord. dans l'évaluation, on amorce, la réflexion. L'évaluation à pas, c'est déjà un temps qui est assez fort, assez intense sur le plan émotionnel, assez chargé. On passe 1 heure et demie à mettre en évidence la perte d'autonomie, les difficultés au quotidien, l'épuisement de l'aidant. Donc, voilà, ça représente déjà un moment assez chargé. Donc on n'est pas là pour, actionner directement la procédure. On est là pour, planter la petite graine, de la réflexion, et par la suite, la famille, y réfléchit. Enfin, si elle décide par elle-même d'entamer la procédure, ça s'appelle une requête familiale, donc ça porte bien son nom, ils peuvent tout à fait le faire eux-mêmes. Mmh. On va en parler S après d'ailleurs, Voilà. comment ça se passe. Si Mmh. par exemple, on sent qu'il y a besoin de soutien ou on sent qu'il y a besoin encore d'y réfléchir, qu'ils ont besoin d'un accompagnement, à ce moment-là, on passe, le relais à nos collègues, du CLIC. D'accord. Donc Ouais. une fois que vous avez, semé la petite graine, fait de la prévention aussi en quelque sorte, Amener à réfléchir, ouais, simplement, voilà, après le clic ouvrir la prend ouais. réflexion. Mmh. Donc du coup, Marie-Alain, comment ça se passe vous, une fois que, justement, si, il y a une personne de l'APA est venue, évaluer et a commencé à aborder le sujet, vous quand vous arrivez à rencontrer, l'usager ou l'aidant, qu'est-ce qui se passe concrètement?
Dans le cadre d'un accompagnement vers une mesure de protection, l'intervention des coordinatrices peut être différente en fonction des situations rencontrées. En effet, si nous arrivons à mobiliser la personne elle-même ou son entourage, nous serons là pour l'informer, la conseiller ou présenter le dossier. Ensuite, il nous arrive dans la majorité des cas, de rencontrer des situations plus sensibles, comme par exemple des personnes qui sont isolées, sans relais ou encore avec des troubles cognitifs. Là, nous allons, accompagner la personne, de manière plus soutenue vers la mesure. Quand vous parlez de manière plus soutenue, ça veut dire, vraiment l'accompagner dans la rédaction Oui, de la requête? c'est des rencontres qui peuvent, se faire sur 4-5 fois. D'accord. Voire plus, effectivement. Donc à ce moment-là, si la personne, est d'accord, nous allons compléter le CERFA, amasser les documents demandés, solliciter par mail le passage du médecin assermenté afin d'obtenir le certificat médical circonstancié, et déposer le dossier au tribunal. D'accord. Une fois que le dossier est déposé au tribunal, est-ce qu'il vous arrive après, avec les aidants, de reparler de cette mesure de protection ou, vous avez eu des cas où il a fallu aussi le modifier? Le modifier, non. Après, je suis régulièrement interpellée par les mandataires qui sont nommés sur les situations pour, faire une première visite avec eux, au domicile de la personne. C'est une manière pour eux d'être, introduits, dans le domicile. Est-ce que Marie, vous sentez que quelquefois c'est difficile pour les aidants de passer le pas et d'aller vers l'habilitation familiale ou la mesure de protection? Les aidants n'ont comme l'a dit Sarah, les aidants ne vont pas avoir, conscience de la possibilité de l'habilitation et effectivement, on va longuement parler de légiférer leur position, Oui, en fait de dans de oui, légaliser et ils de font déjà en ouais. définitive, de les protéger eux aussi. Oui et quelque part, quand la situation est complexe, on peut les confronter devant une certaine réalité. Si la personne est atteinte de troubles cognitifs, par exemple, ils peuvent être dans l'incapacité de vendre un bien immobilier, donc on les oriente vers l'habilitation. Pierre, qu'est-ce qui est difficile d'après vous, pour les aidants de se rendre compte des fois qu'il est nécessaire qu'il y ait une mesure de protection ou une habilitation familiale, hein, après on fera la Mmh. distinction? Alors dans les freins qui peuvent, exister chez les aidants, il y a la 1re problématique, c'est, d'abord d'accepter les troubles de son proche, d'arriver à reconnaître que son proche a des troubles suffisamment importants et qui nécessitent donc, une mesure de protection. Donc c'est une forme de travail de deuil qu'il faut faire à ce moment-là. Une autre problématique qu'on rencontre chez les aidants, c'est tout ce qui va être autour de la culpabilité. Les aidants, ils peuvent ressentir une forte culpabilité à l'idée de demander une mesure de protection, en percevant ça comme un échec ou comme une trahison envers la personne aidée. Souvent, on a aussi la peur, de la réaction de la personne aidée, de son proche, de se dire: «Bah, comment est-ce qu'il va, réagir? Il va jamais accepter ça, il va être violent envers moi». Ça, c'est des choses qu'on Ah, retrouve aussi, la relation va se modifier? voilà, relativement souvent. Il y a aussi la peur du jugement social. Qu'est-ce que mes voisins, qu'est-ce que mes proches, qu'est-ce que mes enfants vont penser, si je fais ça et qu'est-ce qu'ils vont penser de mon proche? Heu, voilà et puis, bah, il y a aussi toute, l'incompréhension autour des procédures, le manque de connaissances et donc là, c'est vraiment la complémentarité entre nos actions dans l'équipe territoriale autonomie qui est très importante à ce moment-là, pour pouvoir accompagner, les aidants vers des mesures de protection. D'accord. Donc si je récapitule, quand, il y a une, demande de protection, il faut à la fois, il faut faire une requête et puis il faut se tourner vers, le médecin. C'est pour ça que madame de Dornes, vous êtes, juste à mes côtés. Donc vous n'êtes pas un médecin traitant, vous êtes un médecin agréé. Est-ce que, bah, du coup, vous pouvez vous présenter et puis nous dire, quel est le rôle d'un médecin agréé par le procureur de la République? Bonjour, donc moi je suis le docteur de Dorme, je suis médecin gériatre et ces mesures de protection, en fait, j'y interviens de 2 manières. Parce qu'en tant que médecin hospitalier,
On peut aussi faire nous-mêmes un signalement au procureur de la République quand on constate lors d'une hospitalisation qu'une personne souvent est isolée, vulnérable et fragile. C'est un petit peu tout ça à la fois. Je tiens à vous rassurer, hein, on peut être hospitalisé, on ne déclenchera pas tout ça, mais quand on voit qu'une personne a pu être amenée par les pompiers aux urgences, puis après à l'hôpital et on se rend compte qu'elle vit Il seule, y a personne elle est pour un l'aider. peu en rupture de parcours de santé, et cetera. Forcément, on se sent un peu interpellé et on sait quand on va la laisser repartir chez elle, Il y aura on pas veut il y d'accompagnement. aura pas d'accompagnement et elle risque d'être vraiment, très mal. J'aime bien moi ce terme de mesure de protection parce qu'effectivement, l'esprit de cette loi, c'est quand même de protéger les personnes. Et puis j'interviens sur le 2e plan en tant que médecin, agréé, inscrit sur la liste du procureur. C'est ça? Donc pour l'être, il faut être spécialiste. Souvent par abus de langage, on dit médecin expert, expérimenté, oui, sûrement, avec beaucoup d'expérience. Il faut une spécialité. Alors pas n'importe quelle spécialité, souvent il y a des gériatres, des Oui. psychiatres, des médecins rééducateurs, quelques médecins généralistes qui ont une appétence pour les personnes, vulnérables. Il faut savoir évaluer les personnes, avoir quelques outils et puis, oui, on intervient parce que on ne peut pas enlever ses droits civiques, parce que malgré tout, la perte, ne fût-ce que de la reconnaissance d'une autonomie parfaite, c'est quelque chose qui peut être brutal, voire violent et il faut quand même des arguments Mmh. et le juge, ne se permettrait pas de prendre une décision, pareille, sans avoir des arguments les plus factuels possibles. D'où ce certificat, D'où ce qu'on dit. certificat qui doit être Mmh. circonstancié, hein. Il Ouais. n'est pas question de cocher des cases. Ça prend du temps, il faut rencontrer les personnes, se présenter déjà, être accepté, en tant que, médecin envoyé par le juge ou par la famille, Mmh. bien expliquer pourquoi on est là. Mmh. Ça peut paraître parfois intrusif. Ouais, Ça l'est, ça l'est. ça l'est. Ouais. Faut être honnête, Mmh. c'est intrusif. Bien présenter ça comme, ouais, une manière de protéger quelqu'un qui est vulnérable. Alors qui est vulnérable? Une personne âgée, oui, une personne âgée malade souvent. C'est pas le cas de tout le monde, hein. On peut s'appeler Jean Dutour et écrire des livres jusqu'à 90 ans. On n'est pas vulnérable. Souvent, ça n'est pas que l'âge, c'est vraiment une maladie ou plusieurs maladies Mmh. chroniques qui finissent par, altérer, le physique ou le psychique ou le mental. Je vous ai apporté une requête du juge juste pour vous dire, voilà, décrire avec précision l'altération des facultés de la personne à protéger ou déjà protégée. Et dans l'altération de ces facultés, c'est la santé au sens large tel que le définit l'Organisation mondiale de la santé, hein, c'est-à-dire un aspect physique. Effectivement, si quelqu'un a fait un AVC, ne peut plus parler, plus bouger, ni prendre un téléphone pour prévenir, ne fût-ce qu'alerter en cas de problème, forcément, c'est une altération physique importante. Mais ça peut être aussi une maladie d'Alzheimer, Oui. une pathologie psychiatrique, hein. Des gens qui sont, mégalomaniaques vont se mettre à dépenser tout l'argent qu'ils ont, plus celui qu'ils n'ont pas et puis se mettre en danger de fait. Donc il faut pouvoir les protéger à ce niveau-là Mmh. et puis de plus en plus, on est confronté aussi à ces espèces d'emprises, psychologiques. Quelque chose d'un peu récent, on affine un peu cet aspect. Vous avez, je sais pas, j'ai eu un cas comme ça, une maman terrifiée terrorisée même, par son fils qui lui demande de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui, elle, fait la demande Pour se de protéger. se protéger, de pouvoir dire: Oui, «Bah, je n'ai plus d'argent à oui. donner». Mmh. Vous voyez? Le panel, enfin Oui, vraiment il y a une grande très, très palette, large. mais la notion, c'est toujours Mmh. être protégé. Mmh. Et je trouve que là, vraiment, avant on appelait, il y avait des termes terribles, hein, incapable majeur, des choses comme ça. On a vraiment changé de Le terme registre de parce qu'on a vulnérabilité. changé l'esprit aussi de la manière dont on Oui, intervient. oui, oui. On a changé de position, Ah oui, de le paradigme regard a porté. changé, oui, vraiment. Madame de Dorn, vous, quand vous, effectuez votre, certificat, circonstancié, est-ce qu'il y a la famille quelquefois? Comment vous procédez? Ça dépend, de la per vous vous rendez à domicile ou c'est les personnes qui viennent vous voir? Comment ça se passe? Alors comme tous les médecins, notre temps est compté.
j'ose pas dire précieux, mais Mmh. compté. Donc à chaque fois que c'est possible, les gens, viennent, dans mon bureau et c'est plus simple. Dans certains cas et le procureur ou le juge peut le préciser ou un mandataire peut le préciser, il est important d'aller à domicile parce qu'il y aura dans la question: «Est-ce que le maintien à domicile est encore possible?» Et parfois il y a des surprises, hein, entre ce qui est dit Bien sûr. et puis la réalité. C'est intéressant de voir ce qui se passe. Après moi je fais partie des gens très respectueux de la liberté, donc je n'ai pas une grille de lecture de l'hygiène et de la manière de bien vivre. Je pense qu'il y a plein de manières de bien vivre et on peut vivre très bien au fond des bois dans sa maison, si on a quelques étayages et c'est là que mes collègues interviennent. Voilà, il n'y a pas qu'une manière de vivre et de vivre bien. Donc le but, c'est de respecter. Donc il faut prendre le temps de connaître la personne, ce qu'elle souhaite vraiment, Et là lui où elle est ouais, heureuse ouais et lui et permettre peut-être d'exprimer aussi. oui. Quelquefois quand c'est un peu difficile parce que Et on chemine avec elle, hein. Moi, je prends du temps parce qu'effectivement, petit à petit, voyons, on fait des tests de mémoire. Ils acceptent, hein, ces tests puisque ouais. je leur dis: «Il va falloir que je teste un petit peu ce sur quoi vous êtes fragile, ce que vous savez bien faire pour pouvoir vous permettre de continuer à le faire surtout et puis à quel moment il va falloir, mettre des cales quoi, mettre une petite béquille qui puisse vous aider». Présenter comme ça et ce qui est la réalité, donc ça passe plutôt bien et les personnes se prêtent au jeu. Pour répondre à votre question, je leur demande s'ils veulent que nous voyions seuls et je leur pose la question: «Seuls?» ou s'ils sont rassurés si quelqu'un de leur famille peut être là. S'ils souhaitent être seuls, je les vois seuls. Quand je vois que les réponses sont peut-être pas tout à fait adaptées, je vois l'aidant ou la personne, parfois c'est l'auxiliaire de vie, hein, qui est là, Ouais, parfois c'est l'auxiliaire ou de vie. l'infirmière et Mmh. je peux Mmh. l'interroger. Et s'ils, souhaitent que la personne, soit présente tout le temps avec eux, je donne un peu les règles du jeu en disant: «Attendez, ne répondez pas à sa place. Il faut que je puisse me rendre compte et que la personne puisse vraiment s'exprimer autant qu'elle en aura besoin». Donc on pose des petites questions sur l'histoire de vie, sur ce qu'il aime, sur sa vie, heu, comment il envisage son avenir aussi, ce qu'il sait de ses pathologies, de leur évolution. Mmh. Et puis de bien préciser que tout est évolutif et que on peut faire un constat d'un besoin aujourd'hui et puis on l'accompagnera, il sera accompagné pour, changer peut-être des choses au fil du temps. On peut toujours revenir en arrière. On peut avoir un problème de santé, pas quelqu'un est profondément dépressif parce qu'il y a un deuil. Il peut ne plus vouloir ouvrir une Une enveloppe, qu'il enveloppe, ouais, bien sûr. reçoit, perdre beaucoup de ses capacités habituelles et puis les retrouver 6 mois plus tard Mmh. parce qu'il va aller mieux. Ouais, tout à fait. On Ouais. peut faire un AVC, aller très mal Mmh. et récupérer. Donc bien dire aussi que tout ça, c'est évolutif et qu'en aucune manière on peut être emprisonné Mmh. par une mesure qui reste une mesure de protection adaptable et évolutive. Voilà, adaptable et évolutive, ça c'est important je trouve à signifier. Ce qui est Ouais, particulier dans ce certificat ouais, circonstancié, c'est que le secret médical, qui est quand même quelque chose c'est ma question, oui. d'essentiel, hein, qui est sur lequel repose toute la confiance qu'un patient peut avoir, dans sa relation avec son médecin. Eh bien, exceptionnellement pour le juge des tutelles, il peut, être levé. Pourquoi? Alors on va pas raconter tout, hein. Si la personne a eu une appendicite ou les amygdales à 12 ans, le juge s'en fiche complètement. Ce qui va être intéressant, ce sont les pathologies qui peuvent avoir un impact sur l'autonomie de la personne, sa capacité à décider, à gérer, à prendre des décisions difficiles ou à gérer des conflits. Hein, je vous Ouais. parlais de cette dame qui était terrorisée. Voilà, elle n'est Mmh. plus en mesure, n'a plus assez de ressources pour faire face ou faire front, alors qu'avant elle pouvait peut-être le faire. Mmh. Est-ce qu'il y a des questions, comment dirais-je? Des questions qui sont un peu préétablies, auxquelles vous devez répondre dans ce certificat ou c'est en fonction de chaque médecin? Alors je crois que c'est en fonction de chaque médecin, mais globalement, on répond toujours quand même Mmh. aux mêmes critères. On va évaluer la mémoire, toutes les mémoires, Oui, pas que la toutes les mémoires. procédurale, Les ce qu'il faut faire. capacités à calculer, à lire, à écrire, à comprendre ce qui est lu, à comprendre ce qui est entendu. Vous avez des personnes qui peuvent très bien lire, mais qui ne savent pas ce qu'elles ont lu, ce qui fait que quand elles vont signer quelque chose, ben,
où est la valeur de leur consentement éclairé, Mmh. que ce soit pour un problème médical, pour la banque, pour le notaire, comme vous l'évoquiez. Donc c'est tout ce discernement qu'il va falloir mettre en avant. Questionner sur leurs ressources aussi. Alors leurs ressources, pas forcément financières, hein, mais est-ce que leur maison leur appartient? Qui paye les factures? Ouais. Est-ce qu'ils s'occupent de faire leurs courses ou pas? Est-ce que les aides qui sont en place sont suffisantes ou non? Et puis questionner un petit peu aussi sur qui les aide à faire leur budget. Souvent, alors on a parlé de l'habilitation familiale, mais parfois vous avez une auxiliaire de vie qui intervient, qui est la dame la plus gentille du monde, la plupart du temps, Mmh. et parfois pas, mais à qui on confie la carte bleue, le code, et parfois il y a de mauvaises Mmh. surprises. Mmh. Mmh. Ou alors elle peut être suspectée par la famille alors qu'elle est parfaitement honnête. Et effectivement, tous ces éléments, ça contribue à amener les personnes à se dire: «Ben, oui, donner une vraie autorité reconnue et donc vérifiée Tout par à une fait. tutelle au-dessus à un membre qui est nommé, donc nommé, ça veut dire responsable, qui devra répondre s'il y a des problèmes, ça les rassure en Mmh. fait. Mmh. Si on prend le temps d'expliquer tout ça, Mmh. ça rassure tout le monde, y compris celui qui est nommé, Mmh. Mmh. vis-à-vis de ses frères, sœurs, et cetera. Pierre, c'est ce que vous pouvez constater, chez les aidants, une fois que la mesure a été prise? Oui, effectivement, ça permet de clarifier les responsabilités, les limites de chacun, de simplifier parfois les relations. Par exemple, dans une situation où une aidante n'arrivait pas à dire non à son époux qui avait des troubles cognitifs et qui allait tous les jours dépenser, des dizaines d'euros, au tabac en achetant des jeux à gratter, des revues qu'il lit pas et cetera et qui n'arrivait pas à poser ces limites-là, bah, le fait qu'il y ait une mesure de protection avec un mandataire, ça a vraiment, simplifié la relation à cet endroit-là. Voilà et ça peut, bah, renforcer la confiance aussi, dans les familles parfois, de se dire, bah, il y a quelqu'un, qui regarde ou il y a quelqu'un qui a la responsabilité. Et puis Ça permet donner de la légitimité aussi oui, à certains enfants? oui, Ouais, oui, oui, tout à fait. Voilà. d'accord, très bien. Madame de Dorn, alors j'ai une petite question sur mon petit, papier. Est-ce que combien coûte une, consultation et un certificat? Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Est-ce que, Alors il y a un forfait, enfin sur toute la France, hein, ouais. 160 € pour la consultation. Après, il peut y avoir la TVA qui est pris, selon le mode d'exercice, du médecin et puis, des frais de déplacement qui peuvent être rajoutés, voilà, en fonction des médecins aussi. Et non, ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Cependant, Oui. il faut que vous sachiez quand même qu'il y a, des aides, voilà. Et quand il n'y a pas de moyens du tout, certaines assistantes sociales font des demandes exceptionnelles au conseil départemental Mmh. qui les accorde. Heu, le procureur peut être saisi et à partir de ce moment, c'est lui qui nomme un médecin, heu, agréé et le tribunal se fera rembourser ou pas en fonction des moyens des personnes. Mais, voilà, Mmh. l'État peut prendre en charge aussi, En tout cette cas, ouais, dépense. ouais, cette En tout dépense, cas, elle est pas un frein. Il faut tout le pas qu'elle monde soit peut ouais. pouvoir avoir, accès Mmh. à Mmh. cette démarche. On arrive déjà à cette fin de première partie. Est-ce que, vous avez quelque chose à rajouter qui vous semble important d'informer, J'aurais bien dit un petit mot, moi, Oui, oui, madame de sur Dorn, la allez-y. manière dont on peut vivre cela. Mmh. Heu, sachez que les tensions éthiques que nous rencontrons dans nos métiers, prennent en compte aussi les aidants. C'est toujours très difficile de laisser la place à la parole de chacun. Il y a toujours une fille qui est là et qui est un peu sacrifiée et l'autre fille qui habite à Paris et qui a une idée sur tout et beaucoup d'idées et peu de contacts en direct et c'est toujours très compliqué de faire en sorte que tout le monde puisse avoir la même information et 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 respecte surtout la volonté de la personne aidée. Voilà, entre ceux qui veulent surprotéger Oui. parce qu'il faut absolument un EHPAD pour être sûr qu'il y a aucun problème et les autres qui vont dire: «Mais non, elle va très bien, il faut qu'elle reste à la maison».
toute la difficulté, toute la tension, ça va être, de mettre petit à petit en place et en proportionnalité, les aides, ne pas anticiper ce qui se passera dans 2 ans, même s'il faut commencer déjà Plutôt dans la à prévention, à plutôt. entamer Mmh. la Mmh réflexion, mh. mais ne pas considérer que parce qu'on est en début de maladie d'Alzheimer, on peut plus rien faire. Et ce qui est intéressant dans la manière dont les juges abordent justement ces mesures et les mandataires aussi, c'est que on ne fait pas que dire ce qui ne fonctionne pas, on dit aussi ce qui peut fonctionner. Et vous pouvez avoir un mandataire qui va s'occuper de tous les comptes bancaires, des ventes et cetera, mais qui va laisser la gestion du budget familial parce que la personne le fait très bien. Mmh mh. Mmh. Et c'est toute cette nuance qui, je trouve, sur ces dernières années, est apparue et qu'il faut surtout garder et préserver. Mais voilà, je tiens à dire aux familles et aux aidants que les questions qu'ils se posent, on ne tranche pas comme ça, Oui, en rentrant dans une case ou une autre, hein. On essaie toujours oui. de faire au mieux dans les intérêts de la personne à un moment donné. Fin de la première partie. Un grand merci à tous les invités. Sarah Marpeau, évaluatrice APA, pour nous avoir renseigné sur la mission d'une évaluatrice APA et pourquoi elle pouvait à un moment donné aborder les mesures de protection. Marie-Alain du CLIC qui nous a indiqué comment concrètement elle pouvait accompagner les familles, aidants et proches dans cette démarche. Et merci également à Pierre Capaldi, psychologue de l'équipe territoriale autonomie, pour son témoignage sur les freins que peuvent avoir les aidants, par exemple à se lancer dans la mise en place d'une mesure de protection qui peut s'avérer nécessaire. Puis les bénéfices ensuite qui en résultent une fois la mesure prononcée. Tous nos remerciements également à Madame Dedorne, médecin agréé et habilité à rédiger ces certificats circonstanciés, de s'être rendue disponible et d'avoir éclairé à la fois sa démarche de médecin expérimenté, mais aussi d'avoir expliqué qu'une mesure de protection n'est jamais définitive et est toujours adaptable. Et que dans tous les cas, elle venait préserver la personne vulnérable, mais aussi ses proches, si ces derniers devenaient habilités familiales, curateurs, tuteurs. Des éléments